Alors, bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur Parabellum. Comme vous pouvez le voir, je suis avec le colonel Stirpe. Moreau a quelques problèmes avec son téléphone portable, mais il va revenir tout de suite. Et Capitini, par contre, a des problèmes de dos et donc il n'a pas pu venir. Mais peut-être que Marco Bossi viendra aussi, il se joindra à nous quand il pourra, parce que de toute façon, lui s'occupe surtout des questions concernant les puces à semi-conducteurs et aussi des matériaux pour semi-conducteurs. Il est certain que dans ce chaos, il se passe quelque chose. Voilà, Daniele est de retour, espérons-le, le voilà, Daniele. Salut Daniele. Tu es là, Daniele? Tu m'entends? Oui, on t'entend, fort et clair. Daniele, je l'entends. On se voit un peu au ralenti, mais bon, on va travailler avec le décalage, pas de souci. Commençons par la question que le colonel avait posée tout de suite. C'est-à-dire qu'en ce moment, Trump a jusqu'au 1er mai pour, en gros, soit terminer, soit demander une prolongation, parce que les présidents américains ont 60 jours pour gérer une guerre qui n'a pas reçu d'autorisation. La question qu'on se posait était justement de savoir si Trump allait repartir, demander la prolongation ou s'il s'en fichait complètement de tout. Et l'agence Reuters dit justement que certains analystes, pas du côté de Trump mais du Congrès, pensent qu'il y a de fortes chances qu'il s'en fiche complètement. Au lieu de chercher une approbation du Congrès, je me demande si lui, étant donné que tout est un peu en place, disons que le CENTCOM envoie aussi des bandes annonces qui rappellent un peu celles de l'offensive de l'Ukraine en 2023 sur leurs actions dans le blocus d'Ormuz. Si c'est un problème pour Trump, à ton avis, Giorgio, est-ce qu'il s'en fichera? Ou s'il utilisera cette échéance pour reprendre la guerre au lieu d'aller demander une prolongation? C'est une bonne question parce que le problème, c'est qu'il y a une réponse militaire qui, en théorie, devrait être de mon ressort. Mais il y a aussi une réponse purement liée au renseignement, à l'analyse du personnage et de son profil politique. D'un point de vue strictement militaire, je ne verrai pas le problème. On en fait la demande au Congrès. La prolongation, le mois supplémentaire, en la justifiant justement par le fait qu'il y a des négociations en cours, on pourrait parvenir à une solution diplomatique du conflit tout en maintenant la pression militaire. Du point de vue militaire, ce serait de loin la chose la plus évidente à faire. Mais ensuite, nous devons prendre en compte le profil psychologique du personnage dont nous parlons. Je sais qu'on ne devrait pas faire du renseignement sur les forces alliées et qu'officiellement, les États-Unis sont encore un pays ami et allié. Mais c'est le président Trump lui-même qui nous a mis dans la position de devoir faire nos propres analyses, comme s'il était au moins un joueur neutre, voire même hostile. Et donc, pouvons-nous nous permettre de faire une analyse minimale du personnage ? Vu la personnalité de Trump, mon sentiment personnel est sans que lui, plutôt que de se plier à une autorité qu'il considère comme inférieure à lui, parce qu'il dit que le président des États-Unis fait ce qu'il veut, je pense franchement qu'il est plus probable qu'il ignore complètement l'échéance. En donnant éventuellement mandat à ses nombreux collaborateurs de justifier la chose a posteriori. En disant qu'en ce moment, le conflit est en situation de cessez-le-feu, et que donc la limite des 2 mois est suspendue jusqu'à une éventuelle reprise des hostilités. Donc lui, il ignore complètement tout cela, car il se considère supérieur à ces choses-là. Et il obligera Exet et éventuellement Rubio à se présenter au Sénat avec cette feuille de vigne, car c'est bien de cela qu'il s'agit.
Et à ce moment-là, il va à l'affrontement avec le Congrès et oblige encore une fois la majorité républicaine à prendre position. Ou avec lui ou contre lui, ce qui pour lui est normal, un test de loyauté pour les membres de son propre parti. Il va encore perdre des soutiens, mais il réussira probablement encore une fois à survivre politiquement et à arriver en boitant aux élections de mi-mandat. Oui, aussi parce qu'il y a une loi, la résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973, qui dit que le président des États-Unis ne peut entreprendre une action militaire que pendant 60 jours avant de devoir y mettre fin en se présentant devant le Congrès pour obtenir l'autorisation, ou en demandant une prolongation de 30 jours en raison de nécessités militaires inévitables liées à la sécurité des forces armées des États-Unis. Cette deuxième phrase est très intéressante parce que si l'on regarde exactement sur quoi portait le débat au Sénat, comme par hasard, il s'agit précisément de la sécurité des hommes impliqués. Je vais t'arrêter là, je vais te donner une chance. Tu me dénigres en disant que je m'en fiche. Je te demande juste si tu penses qu'ils mentent. Tu prétends aussi que je me moque de la mort de nos soldats. Non, je t'ai demandé si tu pensais qu'ils sont des menteurs. C'est du dénigrement et de la diffamation sous toutes ses formes. Personne ne se soucie plus du sort de nos soldats. Personne ne se soucie plus de la santé de nos soldats. Personne ne veut plus leur redonner espoir. I understand, but he controls. Le temps. Il contrôle le temps. À noter que le président du Sénat est un républicain et malgré cela, il a essayé de le contenir, disons qu'il était un peu incontrôlable, voilà. C'est intéressant justement parce que même aux questions du genre, mais vous, quand vous avez fait l'évaluation stratégique sur Zelensky qui n'avait pas les atouts, sur quoi l'avez-vous basé? Étant donné qu'il s'est écoulé plus d'1 an et qu'ils sont toujours là à se battre, et lui, il a complètement éludé cette question et il a sorti un oui, bon, mais maintenant ce sont les Européens qui perdent les armes. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse directe à ce qui avait été demandé, mais c'est justement intéressant qu'il disait que la vie des hommes qui sont en service lui tient énormément à cœur. Parce que, comme par hasard, la clause qui permet la prolongation concerne la sécurité des forces armées des États-Unis. Donc, à mon avis, étant donné que ce n'est pas vraiment une lumière, il avait déjà plus ou moins en tête la direction à prendre dans la discussion. Parce qu'il soulève le sujet et ensuite, probablement, ce sujet sera utilisé. Daniel, tu y arrives, ta connexion est stable. Daniel, tu nous entends? Tu entends? Alors, moi, je vous entends. Tu m'entends? Oui, vas-y, vas-y. D'accord. Alors, je suis d'accord. Oui, d'accord. Dans la lignée qu'il ne se... Je t'arrête dans la... Mais, et j'ai évidemment qu'il ne s'arrête pas. J'ajoute un détail. On t'entend mal, coupe la vidéo. Je n'ai jamais appelé à la guerre. Merci. À mon avis, vu... À mon avis, il n'y arrivera pas. Il suffit de couper la vidéo, à mon avis. Même l'audio, ça ira très bien. Je vais peut-être l'écrire. J'en profite justement pendant qu'il récupère et je vous dis de ne pas utiliser la vidéo si la connexion ne tient pas. Pour voir aussi le changement de posture de Trump maintenant que la pause est presque terminée. À noter que le CENTCOM commence à envoyer des bandes annonces, des choses qui laissent comprendre, en somme près, il y a certaines sources journalistiques comme Axios qui ont parlé avec certains, comme d'habitude, non, une personne au courant des faits, qui pratiquement, si les négociations n'aboutissent pas, ils ont l'intention de lancer une deuxième vague d'attaques pour voir si peut-être ils seront alors plus enclins. À mon avis, il y a aussi une double stratégie, non, Giorgio? Les stocks iraniens de ce qu'ils produisent, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils doivent soit tout arrêter, soit dépasser pratiquement leur propre stock. Et cela peut être un gros problème. Je crois que cela fait aussi partie de la stratégie américaine, ce blocage du blocage, disons.
Mais les Iraniens, en réalité, d'un point de vue strictement militaire, sont dans une position relativement facile. Parce qu'ils se trouvent dans une situation où il n'y a pas de conflit terrestre, donc il n'y a pas de risque de perdre du territoire. Le conflit se joue exclusivement en termes de puissance de feu, et c'est une dictature. Ils n'ont pas besoin du soutien populaire. Donc en théorie, ils peuvent aussi se permettre de faire l'autruche, de baisser la tête, de fermer les yeux et d'encaisser tous les coups que les Américains peuvent leur donner. Ils peuvent aussi se permettre de ne pas répondre, ou de répondre de manière purement symbolique, en retenant dans les tunnels ce qu'il leur reste. Ce qui reste tout de même significatif, même si c'est moins de la moitié de ce qu'ils avaient en avant depuis le début du conflit. Et attendre que les Américains en aient un fini, qu'ils se défoulent. Le risque, c'est que les Américains consomment au-delà de ce qu'ils peuvent se permettre de consommer en termes de munitions, sans obtenir aucun résultat politique. Rappelons-nous qu'on ne fait pas la guerre pour des objectifs strictement militaires, elle se fait pour des objectifs politiques. Maintenant, ils peuvent de gagner militairement autant qu'ils veulent, mais s'ils n'obtiennent pas l'objectif politique qu'ils se sont fixés et qu'ils ont aussi mis en avant, ce n'est pas une victoire. Surtout si cela leur coûte l'épuisement des stocks de munitions dont ils ont besoin pour faire face à des défis bien plus importants que ceux de l'Iran. Donc moi, franchement, maintenant je m'attends à ce que, si les opérations militaires reprennent, et la dernière proposition qui semble avoir été envoyée par les Iraniens au Pakistan ne reçoit pas l'approbation de Trump. Je m'attends à une nouvelle salve de bombardements américains et israéliens sur l'Iran. Ils détruiront énormément de choses. Ils ne subiront pas de pertes en effectuant ces bombardements, mais en réalité, ils n'obtiendront aucun résultat de valeur politique. Au mieux, ils pourront éventuellement se permettre de dire « Oui, nous avons obtenu le résultat. Nous avons complètement détruit leurs réserves d'uranium. Ils l'ont déjà dit une fois, ils peuvent le dire à nouveau. » Et cela pourrait être une échappatoire politique pour Trump afin de sortir du bourbier. Mais il est peu probable qu'il parvienne réellement à obtenir ce résultat. Maintenant, ici, il faudrait plutôt faire une analyse économique qu'une analyse militaire et voir combien de temps les États-Unis peuvent se permettre de maintenir ce type de pression. Parce qu'ici, je ne suis pas un analyste économique, mais dire que les États-Unis produisent du pétrole et que donc cela leur importe peu que le trafic du détroit d'Ormuz soit fermé. Soit interrompu, cela ne me semble pas exact. Cela pourrait ne pas être vrai parce que de toute façon, le prix général de l'énergie augmente avec les marchés mondiaux connectés et donc, au final, les prix augmentent aussi en Amérique. Et nous savons très bien que s'il y a une chose qu'un président américain ne peut pas se permettre, c'est que le prix de l'essence aux États-Unis dépasse un certain seuil, dont je ne me souviens plus, il me semble que c'est $100 le baril. Nous sommes déjà les derniers. Oui, non, à la pompe aux États-Unis. Non, à la pompe. Si on dépasse celle-là, 4 $4 le gallon, quelque chose comme ça. Si ça dépasse ce seuil, le président perd les élections. C'est un peu une blague pour ceux que je connais. Mais je ne me souviens plus quelle est la limite. Nous aurions besoin d'un analyste économique qui nous dise quelle est réellement la situation et combien de temps les États-Unis peuvent se permettre de poursuivre cette crise. Il est aussi vrai que l'Iran non plus ne peut pas se le permettre, mais on revient au fait que l'Iran est une dictature et en théorie, même si la moitié de sa population meurt de faim, merci. La clique au pouvoir ne s'en soucie pas beaucoup. Voyons si Daniel est là, tu y arrives. Je vous entends. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Alors, je disais, lui, il n'a jamais accepté l'idée qu'il mène une guerre. Donc probablement ce que dit le colonel Stirpe, c'est le jeu qu'il a en tête. C'est-à-dire que je demande 30 jours de plus, sachant que les députés républicains vont de toute façon me dire oui à tout ce que je demande. D'ailleurs, je vous fais remarquer
Je crois qu'il y a un souci. Il y a aussi pas mal de gros problèmes de connexion. Et lui, il est à Washington. Non? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas où il est. Je pense que c'est chez lui parce que je vois un environnement domestique, pas un hôtel ou quelque chose comme ça. Un point intéressant, ce sont les réserves, parce que jusqu'où ce petit jeu peut-il continuer? Je suis allé regarder un peu les réserves des différents pays, au moins la dernière estimation qui datait quand même de 2025, 25, et la Chine en avait 400 millions de barils dans les réserves de l'État et le reste, disons, était à la disposition des entreprises privées. Mais pour la Chine, c'est à peu près la même chose. Les Américains sont les deuxièmes les mieux lotis. Et si on regarde tous les autres, surtout les Européens, nous sommes complètement hors jeu. Tenez compte qu'avec la consommation actuelle, même les Chinois avaient au maximum 80 jours, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'années ou de choses comme ça. L'Europe en avait pour environ 27 jours et cette guerre nous coûte environ 500 millions par mois, quelque chose comme ça en termes d'augmentation. Pas du coût de l'essence. Donc, soit les Chinois savaient et prévoyaient quelque chose parce qu'ils ont accumulé beaucoup de réserves lorsque le pétrole était bas les mois précédents, en octobre, novembre, etc. Une autre chose, peut-être que tu t'en souviens, un vieux document américain où, après l'effondrement du bloc soviétique, les Américains pensèrent qu'il n'était plus nécessaire de maintenir toutes ces réserves qui autrefois étaient bien plus grandes. Parce que dans le futur, de toute façon, s'il devait y avoir une guerre, plus ou moins, la période de préavis était de 57 ans. Il me semble qu'ici, ce sont 57 semaines. Et donc, soudainement, ce choix insensé de baisser les réserves et peut-être bien d'autres choses, probablement aussi les munitions, des choses comme ça, commencent maintenant à peser. Eh bien, ici, j'ai vraiment envie de faire 2 remarques. La première, au-delà de toutes les considérations politiques et éthiques que l'on peut faire, et malgré toute mon aversion personnelle envers le régime iranien, d'un point de vue militaire, dans cette guerre, ce sont les États-Unis qui sont l'agresseur. D'un point de vue strictement militaire, je le répète, ne me tombez pas tout dessus, je sais très bien que les ayatollahs sont un régime criminel. Au moment où je décide de lancer une opération militaire où je dispose d'une supériorité absolue. C'est moi qui décide de faire la guerre, c'est moi qui décide quand la commencer, c'est moi qui décide comment la mener. Mais est-il possible que quelqu'un ne s'y prépare pas ? Mais est-il possible qu'il n'augmente pas d'abord les réserves afin de se préparer à un conflit prolongé qui, on ne sait jamais, pourrait durer plus longtemps que prévu ? Voici la énième démonstration que l'administration Trump est vraiment un ramassis d'apprentis sorciers et d'amateurs en roue libre. Deuxième observation, et ici encore je sors un instant de mon domaine, j'aurais besoin d'un collègue analyste économique. Mais en regardant ce tableau, un doute me vient. Les différents acteurs énumérés, la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Europe, l'Arabie saoudite et compagnie, sont des acteurs différents les uns des autres et ont un système économique et productif différent les uns des autres. C'est pourquoi l'utilisation du pétrole en tant que tel est différente et a une signification différente. Par exemple, chez nous en Europe, le pétrole sert essentiellement, je le répète, je suis ouvert aux critiques et aux corrections, mais globalement je dirais que c'est pour le transport routier. Donc ce n'est pas comme si tout s'arrêtait si les réserves diminuent beaucoup. Dans d'autres pays, le pétrole sert aussi à fournir de l'énergie aux usines, alors que chez nous c'est le gaz. Il est donc aussi possible que la Chine ait des réserves beaucoup plus importantes que les autres, parce que son industrie dépend davantage des hydrocarbures pour fournir de l'énergie aux usines. Ça pourrait aussi être le cas. Je n'en suis pas du tout sûr, je le dis simplement comme sujet de discussion.
Je pense qu'en partie, c'est parce qu'ils produisent moins de pétrole que les autres et qu'ils ont quand même d'énormes réserves, car c'est un pays immense. Donc, ils ont une très grande consommation. Par exemple, je sais qu'ils ont la plus grande consommation de charbon au monde. Oui. Chose qui chez nous n'existe presque plus. Et aussi l'Inde, c'est la même chose. Donc je ne sais pas à quel point le niveau total des stocks disponibles est vraiment représentatif par rapport à la consommation et aux besoins primaires. Où est allé Daniele au bar? Comment? Non. Je regardais où Daniel était allé, sur la place, au bar, pour voler le Wi-Fi de quelques bars. Probable. À toi, Daniel, et maintenant, je crois que si tu es au bar, on t'entend. Voyons s'il nous entend. Merci. Daniele. Non, pendant qu'il récupère, j'en profite pour t'apporter un autre sujet. En ce moment, on parle d'Israël et en même temps, il y a 2 ou 3 nouvelles à côté qui, à mon avis, sont plutôt intéressantes. Premièrement, les Émirats arabes unis sont sortis de l'OPEP+, et surtout, ils ont commencé à recevoir des systèmes de défense aérienne. Les Israéliens semblent également fournir des troupes pour leur défense. Est-ce un changement de patron, de maître, un changement de tutelle? Ou alors, comme diraient Aldo Giovanni et Giacomo, est-ce qu'on est en train de renverser la table ici? Mais je dirais que les Émirats arabes unis suivent une politique très similaire à celle des nations européennes. Ils sont en train de diversifier de façon à ne plus dépendre d'un seul acteur. Les Émirats ont été, disons, assez échaudés par la gestion du conflit par les Américains. Ils sont presque entièrement d'accord sur le conflit, pas sur l'initiative politique de frapper durement l'Iran. Mais ils sont aussi profondément insatisfaits de la gestion américaine du conflit, qui les a laissés beaucoup plus exposés qu'ils ne l'avaient prévu. Et donc ils sont en train de diversifier. Et quand tu veux diversifier tes alliances et que tu ne veux pas dépendre d'une autocratie comme la Russie ou la Chine, tu n'as pas beaucoup de cartes à jouer. Il y a les États-Unis, dans la région il y a Israël, qui est une valeur sûre sur le plan militaire, et puis il y a l'Europe. Maintenant, les pays du Golfe ont commencé à diversifier justement à partir de l'Europe. Ils ont commencé à conclure, à signer des contrats avec différents pays européens, en premier lieu l'Italie, la France, et maintenant ils le font aussi avec Israël. Je dirais que c'est une vision absolument pragmatique sur la façon d'aborder un monde où les États-Unis ne sont plus une certitude. C'est un énième signe que Trump est en train de détruire la position hégémonique des États-Unis dans le monde, transformant la position américaine en celle d'une puissance continentale. Avec sa zone d'influence qui ne s'étend plus sur toute la planète, mais qui est en concurrence avec d'autres. C'est parce qu'il a détruit le soft power, il a détruit la confiance inconditionnelle dont jouissaient les États-Unis de la part de la plupart des nations. On peut discuter de savoir si cette confiance était justifiée ou non. Et c'est pourquoi les Émirats arabes unis ont décidé qu'il y a maintenant certaines choses que les États-Unis ne garantissent plus, qu'ils ne font plus eux-mêmes de la meilleure façon, qui donne en ce moment l'impression d'avoir la meilleure défense aérienne du monde, Israël. Après Israël, qu'y a-t-il? L'Ukraine. Les pays du Golfe concluent des contrats avec Israël, avec l'Ukraine et avec l'Italie. Et avec les autres pays européens, afin que la dépendance ne soit plus absolue vis-à-vis des États-Unis. Au moment où ils voient que, pour le conflit contre l'Iran, les missiles patriotes sont réaffectés d'un jour à l'autre, d'un allié à l'autre, ils se demandent à juste titre.
Mais si demain les États-Unis sont impliqués dans un conflit dans le Pacifique et que nous avons à nouveau un problème avec l'Iran, qui va nous donner les patriotes? C'est la même question que s'est posée l'Ukraine. L'une des premières choses que j'ai soulevées quand ce chaos a éclaté, c'est parfait. Maintenant, il y a d'autres concurrents pour les patriotes, pour les systèmes de défense aérienne. En fait, l'Ukraine n'aimait pas du tout cette histoire avec l'Iran parce qu'elle avait tout de suite compris dans quelle direction ça allait aller et elle a essayé de s'impliquer avec la proposition des opérateurs, etc., pour rester, disons, dans la course dans ce sens. Mais il n'y a pas de patriotes pour tout le monde, d'après ce qu'on voit. Taïwan en voudrait aussi, d'autres en veulent, donc on fait... Et cela signifie que les patriotes ne peuvent plus être la seule réponse. Au fait, as-tu suivi les dernières nouvelles, les dernières dépêches d'agence sur l'interception des Kinzhal de la part des Ukrainiens, Pas sur les patriotes, mais sur les systèmes. enfin électroniques? Les gens s'organisent. Il faut voir si c'est vrai. Il faut faire des tests. Par exemple, c'était arrivé avec les HIMARS. Les Russes brouillaient aussi les obus Excalibur, si je me souviens bien, utilisés par les M777, et puis doucement. L'information a également été confirmée, disons, du côté occidental, que, en somme, les niveaux de précision avaient baissé. À tel point qu'à un certain moment, les Ukrainiens ne voulaient même plus des Excalibur, aussi parce qu'ils coûtent une fortune. Je parle des obus normaux. Si la nouvelle est vraie, il faudra ensuite évaluer l'efficacité. Maintenant, puisque nous avons ici un expert en la matière, Marco, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de brouillage des Kinzhal? Je ne connais pas les détails, disons, de ces choses-là, parce qu'évidemment, beaucoup de ces images sont classifiées. Il est clair que tu peux brouiller tout. Donc, n'importe quel signal radio que tu captes, surtout sur une bande étroite, et surtout peut-être en utilisant des systèmes qui ne sont pas particulièrement sophistiqués, Tu peux le faire. Mais il y a une fenêtre temporelle pour le faire, dans le sens où si celui-là descend à Mach 5, Mach 7, etc., et que tu ajoutes l'électronique, par rapport aux grandeurs mécaniques, les grandeurs électroniques, ça sont des milliers de fois plus rapides, toujours, quoi qu'il en soit. Donc, il faut voir ensuite il faut voir comment ça fonctionne. Je ne sais pratiquement rien sur le fonctionnement de cet objet. Cependant, ce à quoi nous assistons, essentiellement, je précise, c'est quelque chose que nous avons dit il y a très longtemps, que les composants électroniques que nous trouvons dans tous ces contextes font partie de quelque chose de nouveau et en même temps d'une sorte d'héritage du passé. Nous en avons parlé dans une de tes émissions il y a quelques jours, ou plutôt il y a quelques semaines maintenant, et que beaucoup de systèmes américains continuent d'investir de l'argent dans des systèmes d'ancienne génération. Beaucoup de ces choses, pour le traduire, on me parle souvent de sponsoring. Vous l'avez pour toujours. non, pas juste un peu ancien. Même si tu utilises un terme italien, le fait est qu'on produit des systèmes d'armes et ensuite on essaye de travailler dessus et de les améliorer. Et donc tu dois les entretenir aussi parce que ça coûte moins cher. Comme la plupart des missiles, si on regarde comment sont faits les missiles russes, ils ont des pièces en commun avec les Bulava, où tu vois toute la série des KH qui plus ou moins. Certaines pièces remontent même aux années 70 parce qu'il n'y a rien de mal à ce qu'une pièce remonte aux années 70. Oui, ça fonctionne, mais s'appuyer sur un système d'armes existant est la meilleure façon d'économiser car la chaîne de production existe déjà, etc. Mais ils ont aussi des coûts de maintenance qui arrivent en fin de vie. Dans le sens où essayer de maintenir quelque chose, c'est un peu comme essayer de garder une 500 en vie. Oui, tu peux le faire, mais maintenant c'est plus une question artistique qu'autre chose. Mais en voyant... Plus précisément, il faut voir si la chose a été étudiée et de quelle génération est le système de contrôle, par exemple de conduite de vol ou de retour d'information ou de tout autre type. Si nous parlions, justement, il y a longtemps, sur cette chaîne de télécommunications, du fait qu'il y ait 10 000 milliards de capitalisation boursière pour maintenir une communication radiocellulaire, il y a une énorme sophistication derrière tout ça. Maintenant, imagine un signal radio peut-être développé par un petit bureau de recherche dans un quelconque bureau en Russie. Ils ont dû mettre en place une communication qui en réalité est sophistiquée, mais qui peut être dupliquée. Il ne peut pas fonctionner sur une large bande. Tu peux sauter de fréquence, mais tôt ou tard, les anciennes fréquences reviennent. Le premier, comment il s'appelle?
Le premier, l'option que tu trouves, tu vas regarder comment sont faites les électroniques, tu comprends sur quelle bande les filtres travaillent et tu reconstruis évidemment les fréquences sur lesquelles ils travaillent. Donc, au final, à moins que tu n'aies quelque chose d'extrêmement sophistiqué et flexible, à moins d'utiliser des électroniques de toute dernière génération, même les systèmes de transmission doivent être de cette génération. Je trouve ça difficile, en gros. C'est-à-dire, tout ce qui est legacy, qui est, comme on disait, ancien ou une évolution du passé, est quand même soumis à ce genre d'obsolescence très rapide. Regarde le GPS. Vous parliez tout à l'heure de tout ce qui utilise le GPS. Maintenant, de nouvelles techniques émergent pour améliorer, disons, la résilience, la résistance aux tentatives d'obfuscation de leur âge. Sans parler évidemment du brouillage, mais vraiment du spoofing, où l'on fait croire au missile ou à la munition qu'il se trouve à un endroit alors qu'en réalité il est ailleurs, etc., etc. Et ce ne sont pas des technologies incroyables. Je rappelle à tout le monde qu'il suffit de chercher sur YouTube, il y a des blagues géniales que vous pouvez faire avec un Raspberry et un SDR à 250 €. Certains logiciels installés sur le Raspberry permettent de faire croire à votre ami dans la voiture devant qu'il est au milieu du désert du Nevada. Donc, vous le faites vraiment aller où vous voulez, simplement en brouillant les signaux GPS. C'est quelque chose de tout à fait faisable. Donc, évidemment, tout ce qui est lié à ce domaine peut être perturbé. Et excusez-moi, je me suis un peu étendu. Non, non, les Russes l'ont fait, comme nous le disions tout à l'heure, avec les HIMARS, avec les obus Excalibur, guidés par GPS. Au final, un missile qui se déplace à cette vitesse-là, il n'est pas nécessaire de le dévier énormément. Un changement de 0,001 degré signifie déjà une erreur de centaines de mètres, ou c'est cumulatif. C'est cumulatif, surtout quand tu fais un vol de ce type à Mach 7, donc... mais moi, je fais toujours partie de ceux qui, si je ne vois pas, je ne crois pas, dans le sens où eux disent qu'il y a eu 26 essais, mais il n'y en a pas. C'est vrai que dernièrement, ces 3 ou 4 derniers mois, on n'a pas beaucoup entendu parler des Kinzhal. J'en ai toujours vu dans les rapports officiels où il était indiqué qu'il y en avait eu 2, 4 et 6 de lancés. Je devrais faire une contre-vérification en regardant toutes les fois où un Kinzhal a touché une cible, pour voir combien ont été lancés et déclarés, combien on peut vérifier qu'ils ont touché une cible et combien, au contraire, sont partis hors trajectoire. Par rapport au total des 4 derniers mois, eux parlent depuis le début de l'année, soit environ 5 mois, mais maintenant plutôt 4. Nous verrons. Ce sera sûrement quelque chose d'intéressant à vérifier et on s'y penchera avec Fontana pour voir. Mais demandez-moi, je verrai aussi avec mes contacts en Ukraine parce que d'habitude, les journaux locaux rapportent si un missile a frappé ici ou là. Ce n'est pas que tout soit centralisé du point de vue de la communication. Sicuramente Beaucoup. de différence, non? Cette méga histoire du Kinzhal, au final... Non, c'est que clairement nous parlons de détails. Je voudrais aussi ajouter, pour calmer ceux qui disent toujours que je suis trop optimiste. Gardons aussi à l'esprit que trouver une solution de guerre électronique pour neutraliser un missile, ce n'est pas la solution contre ce missile. C'est la solution du moment. Ensuite, probablement, au moment où les utilisateurs eux-mêmes se rendent compte de quel est le système, à leur tour, ils peuvent, probablement avec une certaine facilité, trouver la contre-mesure. Et donc, cela continuera encore. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, au moment où les Ukrainiens déclarent qu'ils en ont arrêté 26, très probablement c'est parce que les Russes ont déjà changé à ce moment-là. Tu n'aurais aucune raison de raconter une chose pareille, à moins que ce ne soit déjà passé et que ça ait déjà changé. Mais en effet... Ici, Marco pourra probablement confirmer la vraie guerre. D'un point de vue électronique, cela consiste justement à faire en sorte que l'adversaire soit obligé d'ajouter un gadget supplémentaire à son système d'armes, le rendant ainsi de plus en plus coûteux et de plus en plus complexe à construire, et donc à la longue le rendre obsolète. C'est ce qui s'est passé avec les drones Shahad, qui au début coûtaient très peu cher. Puis, à force d'ajouter des contre-mesures pour réagir aux contre-mesures ukrainiennes, il est devenu de plus en plus coûteux.
Et à la fin, les Russes ont dû commencer à construire leur propre version, différentes, séparées et distinctes. Plus des versions anciennes, comme tu le disais justement. Je peux te dire que, attends, je lis en bas, je ne voulais pas en parler aujourd'hui car je voulais mieux me renseigner, mais puisque le sujet est abordé, le fabricant a également affirmé que le système Lima a détourné 33 missiles de croisière, 10 000 drones au premier trimestre de cette année. Je trouve ça un peu invraisemblable. Pour être honnête, et aussi 98% des bombes aériennes guidées lancées dans les zones couvertes par le système. Je le sais parce qu'il y a 2 jours, je regardais les dernières images satellites de certains analystes qui s'installent là pour voir où sont allées toutes les bombes. Et il y en avait environ 6 scènes ce mois-ci, rien que sur le front entre Zaporizhia, Pokrovsk, etc. Donc, ces chiffres-là n'ont déjà aucun sens par rapport aux preuves visuelles, rien qu'avec les cratères des bombes, à moins qu'il ne veuille dire qu'il les a déviés, donc qu'il a fait rater leur cible. Le problème, c'est que la plupart des bombes aériennes qui sont larguées sont planantes. Oui, elles ont aussi le système, mais la plupart planent vers une position connue, donc je ne pense même pas qu'ils utilisent le GLONASS à ce stade. C'est un plus, mais d'habitude, elles sont déjà, disons, précalculées pour aller planer dans une direction. Au maximum, tu fais quelques corrections. Sur 10 000, elles devraient avoir un guidage mécanique et préprogrammé, donc non influençable. Il y a aussi le GLONASS potentiellement qui peut faire, mais en général, celles qui existent sont mécaniques en général. Parce que le GLONASS fonctionne. Bon, il y a une marge d'erreur de 10 mètres, mais tu sais, quand tu lances une FAB de 3000, ce n'est pas grave si tu touches 10 mètres à gauche ou 50 à droite. On est là. Disons que, pour revenir à ce que disait Giorgio, à mon avis, il y a effectivement des avancées qui obligent l'adversaire à prendre une contre-mesure. Mais ceux-là sont plus efficaces. Je veux prendre un exemple. En revenant assez loin dans le temps, les SA-2 au Vietnam n'avaient pas des systèmes qui nécessitaient de petites contre-mesures. Disons que la solution temporaire a été les pods de guerre électroniques, mais en fait, ensuite, les Américains ont dû inventer la furtivité, qui n'était pas exactement une technologie apparue après quelques années. Donc, il faut voir combien de temps dure la solution temporaire par rapport à une solution plus ou moins généralisée impliquant un changement de génération. Dans ce cas, bon, si tu utilises le GLONASS comme système, à part que le GLONASS n'est pas tellement adaptable à ma connaissance, disons, tu dois essentiellement développer de l'électronique capable de comprendre si on est en train de te tromper ou pas, comme cela se passe pour le GPS, non? Comment fait-on du leurrage GPS? J'avais ma belle constellation de satellites et soudainement apparaissent des satellites qui n'ont rien à voir. C'est clair que quelqu'un est en train de me mener en bateau. Et donc, c'est ce que font les systèmes de correction PNT à embarquer à bord. D'ailleurs, l'entreprise où je travaille produit toute une série de ces objets. Ils ont justement acquis une société spécialisée dans ce domaine. J'en profite tant que Daniel est là parce que nous pouvons ensuite parler tranquillement de comment fonctionne la connexion là-bas. Mais ça ne fait que 20 à 40 minutes qu'on essaie, nous sommes d'accord? On dit bonjour en entrant et en sortant. S'il est allé au bar, on l'a entendu. Réciter le rosaire, disons, en direct, même par télépathie. Le tour du Wi-Fi en 80 jours. Alors, Daniele, en plus de continuer à nous dire ce que tu disais sur lui, j'ai aussi une question. C'est quoi cette histoire de l'attaque de l'ex chef du FBI contre Trump? Comment ça se fait que ça sorte maintenant? Comment ça? Daniele, tu es prêt? Oui, le énième. Vous m'entendez? Le énième épisode de vengeance qui, comment dire, cela fait 12 ans depuis que Trump est officiellement entré en politique. Qui, pratiquement à chaque occasion, demande d'arrêter Hillary Clinton, de mettre en prison l'ancien chef de la CIA, l'ancien chef du FBI, quand l'autre ancien directeur du FBI, Mueller, est mort il y a quelques semaines. Trump, avec le mauvais goût qu'on lui connaît, a dit « Je suis vraiment content qu'il soit mort ».
Alors, il y a une analyse qui a été faite ce matin justement sur cette affaire de Comey où il semble que Trump ait demandé au ministère de la Justice de le faire arrêter et de le ramener enchaîné. Comey, qui manifestement a anticipé, s'est présenté de lui-même avant que ce spectacle n'éclate. Il est évident que Comey a fait une erreur parce que ce signe qu'il a posté puis supprimé, en réalité, c'était quelque chose de très mauvais. Comment dire, c'était quelque chose qu'un ancien directeur du FBI n'aurait pas dû faire. On s'arrête, on passe au noir. Aujourd'hui, à mon avis, Daniel a son téléphone qui est en train d'exploser. Mais il a quand même réussi à finir, non? Au moins à ce stade, oui. Ah, quel champion. Oui, c'est parfait. S'il arrive au moins à finir un discours complet, pour nous, ça va quand même, voilà. Pauvre Moreau, qui est toujours en liaison partout et a ce genre de problème. Mais oui, c'est intéressant. Mandat en somme d'arrêt pour l'ancien chef du FBI. Habituellement, le chef du FBI délivre les mandats d'arrêt. Ici, c'est l'inverse. Mais cela, d'un point de vue, voilà, c'est justement là que je veux t'entendre, Giorgio, du point de vue du renseignement. Ça nous fait comprendre qu'il y a une nervosité totale. C'est-à-dire, tu t'occupes d'un gros poisson comme l'Iran, tu fais le blocus au blocus et tu as encore le temps de t'occuper de l'ancien chef du FBI pour des choses de ce genre, alors qu'il continue à licencier plein de gens du point de vue militaire, du renseignement, etc. Excès est ce qu'il est, on l'a vu. Donc je comprends que n'importe quel général de carrière, quand un type comme ça arrive et veut te crier des ordres, t'as envie de lui mettre 2 claques et de le renvoyer chez lui. Mais c'est ça l'état des choses. Et là, à mon avis, il y a un gros fossé, non? C'est-à-dire que les militaires savaient très bien quelle était la situation. La preuve en est la destitution du chef d'état-major. Et d'autre part, cependant, politiquement, tu es sous un diktat politique et tu dois quand même faire ce qu'on t'ordonne. Voilà, toi qui as une carrière militaire, mais comment fais-tu pour concilier les deux choses quand tu sais que l'ordre qu'on te donne est idiot et que tu ne peux pas... Je sais que tu veux te souvenir de beaucoup de choses. Tu t'es retrouvé dans cette situation en Libye. Alors, Ici, je donne clairement mon avis tout à fait personnel. Les États-Unis ont la charte fondamentale, la Constitution, qui est essentiellement un document de la fin du XVIIIe siècle et qui n'a connu que très peu de révisions. Les fameux amendements, eux aussi pour la plupart très anciens. Le système de checks and balances du système américain est extrêmement sophistiqué, c'est un exemple historique pour le monde, mais il est daté. Quand il a été conçu et ensuite affiné, le monde avançait avec une plus grande lenteur. C'est pourquoi les délais prévus par le système américain laissent tant de la place à ceux qui profitent des zones grises générées aujourd'hui par la technologie moderne, la société moderne, les systèmes actuels. Aujourd'hui, Trump a appris à vivre comme un requin dans le domaine politico-économique américain, en profitant des zones grises de la législation. Le Trump politique a appris à opérer dans les zones grises, non plus de la juridiction, mais de la Constitution. En profitant du fait que le système constitutionnel américain accorde au président des États-Unis des pouvoirs qui sont limités. Oui, par le Congrès, mais ils sont limités, ex post. Dans le sens où le président donne un ordre, et même si cet ordre paraît douteux, tu dois quand même l'exécuter. Ensuite, éventuellement, ce sera au Congrès de remettre les choses en ordre si jamais il arrive à la conclusion que le président a dépassé son autorité.
Le problème, cependant, c'est qu'aujourd'hui, au moment où le Congrès intervient, la question est déjà pratiquement réglée et le Congrès se retrouve face à un fait accompli. Et donc le système présidentiel finit par faire prévaloir le pouvoir exécutif sur le pouvoir parlementaire, sur le pouvoir législatif. En raison de la rapidité d'exécution des ordres qu'il émet. Dans les systèmes européens, la situation est différente parce que le chef du gouvernement, au moment où il donne un ordre, doit l'obtenir à l'avance. L'autorisation de la part du Parlement. Donc, pour moi, en tant que militaire, il devient facile d'obéir ou non, parce que j'ai un ordre du pouvoir exécutif validé par le pouvoir législatif. Très bien, il n'y a pas de discussion, il doit s'agir vraiment d'un ordre illégal, manifestement illégal, auquel je refuse d'obéir. Et de toute façon, je suis protégé au moment où je refuse d'obéir, par le fait qu'il est prévu que je refuse d'obéir à un ordre manifestement illégitime. En Amérique, ce n'est pas comme ça, parce qu'en Amérique, en tant que militaire, tu dois obéir à ta chaîne de commandement, qui a pour sommet le président des États-Unis, le commandant en chef, lequel, je le répète, ne rend des comptes au Congrès qu'ex post. Il n'a pas besoin d'une autorisation immédiate. Donc moi, en tant que militaire, au moment où je me rends compte que l'ordre que je reçois en Amérique est une absurdité, qu'il est à mauvais, qu'il nuit à mon pays et à l'intégrité de mes forces armées, je peux seulement le signaler. Oui, d'ailleurs, Exet, il y a quelques mois, a aussi fait retirer beaucoup d'avocats de l'armée parce qu'à mon avis, il savait déjà que beaucoup iraient là-bas, que ce seraient justement ceux qui devraient soutenir un militaire lorsqu'il se retrouve dans une telle situation. Donc, il y a aussi un peu de préméditation, sachant qu'il y aurait de la résistance. Bien sûr, mais il y a aussi le fait que moi-même, au moment où je ne veux vraiment pas obéir à cet ordre, je n'ai qu'une seule possibilité, présenter ma démission. Mais si je démissionne, je suis aussi conscient qu'il mettra à ma place quelqu'un de moins compétent que moi, simplement parce qu'il lui obéira. Et donc moi, qui suis responsable de la vie de mes hommes, je dois aussi me poser la question, mais si je démissionne, est-ce que je ne mets pas encore plus de vie de mon propre personnel en danger? Est-ce que je ne cause pas un tort encore plus grand à mon pays? Trump met vraiment les militaires américains dans une situation éthiquement insoutenable. Et mon dégoût personnel envers lui vient surtout de cela. Je ressens aussi, parce que je suis encore en contact avec certains, la souffrance de mes collègues américains, j'en souffre vraiment avec eux, parce qu'ils n'ont aucune issue. Ils ne savent pas quoi faire dans une telle situation, ils se retrouvent embarrassés. Ils sont dans une situation sans issue. S'ils démissionnent, c'est une fuite devant les responsabilités, mais s'ils ne démissionnent pas, ils doivent obéir à des ordres manifestement erronés. Excuse-moi, je réponds aussi à cette question. Un officier militaire norvégien, dans un article de l'article, je ne sais pas si c'est vraiment écrit en italien, a ensuite écrit que la flotte russe est très grande et avancée. Merci. C'était le Laquelle? Celle qui est sous l'eau dans la mer Noire? Parce que l'essentiel a fini là-dessous. Dans le domaine sous-marin? Oui, elle est avancée, il faut le dire. Dans le domaine sous-marin, ils ont toujours investi et ils ont réussi à maintenir un certain niveau, même s'ils ont ensuite beaucoup peiné. De toute façon, ils en ont plus beaucoup désormais. Numériquement, ce n'est pas une grande marine. En fait, historiquement, la marine russe n'a jamais fait grand-chose, ni pendant la Seconde Guerre mondiale, ni au XXe siècle. Les rares fois où ils ont essayé salut à Otsushi, mais disons que ce n'est vraiment pas dans leur corde, voilà. La lutte sous-marine, c'est différent. Ils étaient très avancés, surtout jusqu'au milieu des années 80, où ils étaient vraiment à la pointe.
Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de cela. La flotte sous-marine, oui, et en fait, il y a une lutte continue entre, j'ai parlé d'une collaboration entre les Anglais et les Norvégiens pour assurer la dissuasion contre l'activité sous-marine russe en mer du Nord, mais aussi, il me semble, dans la Baltique. Il faut dire que la Finlande était neutre, mais avec la Norvège, la Suède, et voilà. Ils ont installé tellement de bouées acoustiques et de capteurs sous-marins que pratiquement, si un sous-marin soviétique passait, Ils savaient même qu'on pouvait marcher dessus. et c'est vrai, ils savaient parfaitement tout ce qui bougeait. Disons que lorsque tu sors en mer du Nord, c'est déjà un peu plus grand. Dans l'article, la situation est différente. Mais je rappelle à ton contact que lorsque le Kursk a coulé, pour récupérer ne serait-ce que l'épave, ils ont dû demander de l'aide aux Norvégiens. Olandesi c'erano, norvegesi. S'ils n'avaient pas attendu, ils les auraient même sauvés. Exactement. Qu'ils ont attendu des jours, etc. pour la tragédie du Kursk. Ah, une flotte, oui, ça pose problème parce qu'il suffit d'un sous-marin nucléaire pour poser problème, surtout si c'est un SSBN qui lance des missiles stratégiques, etc. Mais ce n'est pas une flotte qui met, disons, en difficulté un quelconque pays. Pensez que la stratégie navale russe conçue pour la guerre froide, c'était « nous remplissons les navires comme des boîtes à dragées, si nous affrontons la marine américaine, nous tirons tout ce que nous pouvons pour infliger le plus de dégâts possible. » Aux Américains, car nous savions que le reste de la flotte serait ensuite coulé, donc c'était presque une mission suicide. Et la marine russe opère en temps limité. Un temps pour un site opérationnel. Je lisais que la Baltique est très peu profonde, donc en gros, c'est facile. La seule ouverture, c'est Mourmansk. Ce qui fait que toute unité navale russe opérant dans l'Arctique, où il est difficile de la trouver, doit tôt ou tard aller se ravitailler. Et le ravitaillement, elle ne peut le faire que dans une seule base navale au fond d'un fjord que tout le monde sait où elle se trouve. Donc, une fois qu'elle est sortie, elle doit accomplir sa mission en sachant qu'elle ne pourra en accomplir aucune autre. Donc la menace navale russe envers la Norvège est quelque chose qui peut durer 1 mois ou 2, après quoi il ne reste que ces 4 sous-marins nucléaires disponibles. Ceux-là peuvent durer bien plus de 4 mois, mais c'est au niveau d'une guerre de pirates, une guerre de corsaires comme celle que menaient les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Rien de plus. Ils ont plus une valeur stratégique qu'une simple capacité de nuisance. Mais si tu peux intervenir dans la flotte de la mer Noire, là, c'est vraiment compliqué. Reste tranquille. Ne me provoque pas. Je vois déjà du chauffage dans les secteurs de Kiev, de Kirov, de Minsk, de Sverdlov. Ne t'inquiète pas, je le connais par cœur. Au milieu de tout ce qui se passe, il y a aussi cette déclaration de Trump. Les États-Unis étudient et révisent, et disons-le ainsi, les possibilités de réduire les troupes en Allemagne qui avaient déjà été réduites depuis les années 90, qui sont en train d'être réduites, avaient été légèrement augmentées avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Si je ne me trompe pas, de 45 000 à 55 000, quelque chose comme ça. Voilà, ces signaux-là, ou le fait qu'à un certain moment, Donald Trump ait dit qu'il fallait exclure l'Espagne de l'OTAN. Il n'existe aucun mécanisme pour exclure un pays de l'OTAN. Non. Il ne veut plus sortir lui-même. Il veut mettre tout le monde dehors. Un peu comme le coucou. Tu sais comment fonctionne le petit du coucou? Il est placé dans le nid et ensuite il éjecte tous les autres. En théorie, il existe le mécanisme de suspension qui cependant doit être approuvé à la majorité, pratiquement à l'unanimité, par le Conseil de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire que toutes les nations, les autres nations, doivent toutes être d'accord pour suspendre un membre. Et il est beaucoup plus probable qu'il y ait un accord de tout le monde pour suspendre les États-Unis plutôt qu'un accord. Si l'on écoute Trump, il faudrait suspendre l'Espagne. Donc laissons tomber, on est vraiment dans le ridicule. Seuls ceux qui sont convaincus que l'OTAN appartient aux États-Unis, qui en font ce qu'ils veulent, peuvent y croire. Et laissons-les à leurs convictions. Nous savons que ce n'est pas le cas.
D'ailleurs, même la réduction des forces en Allemagne, à ma connaissance, nécessite l'approbation du Congrès. Donc ici, encore une fois, nous allons nous retrouver dans une situation où il peut donner un ordre dont on sait qu'il n'est pas tout à fait légitime. Comment cela va-t-il se terminer ? Encore un affrontement institutionnel aux États-Unis. Donc non, ici c'est encore Donald Trump qui en fait des tonnes. Et lui, c'est comme s'il jouait. Il joue à un gigantesque jeu de stratégie mondiale. Il a le plus grand jouet du monde à sa disposition. Les États-Unis d'Amérique, avec tous leurs outils, y compris les outils militaires, qui l'amusent le plus. Et lui, il veut jouer dans le plus grand terrain de jeu du monde, qui, malheureusement pour nous, est le monde. Mais il ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il est en train de faire. Question pour Giorgio, pas pour Orio, seuls ses ennemis l'appellent Orio. Dans 3 ans, ces généraux licenciés pourront-ils être réintégrés dans une nouvelle administration? Comment se remet-on d'un tel désastre? Évidemment, si le Congrès adoptait une loi qui crée un imbroglio administratif, en théorie, bien sûr, le pouvoir législatif peut le faire. Si le président donne son aval, c'est possible. Mais ce serait un énorme problème de rappeler en service des personnes qui, entre-temps, ont déjà été remplacées par d'autres. Donc moi, le général B, je suis appelé à remplacer le général A qui a été démis de ses fonctions. Au moment où le général A est rappelé, moi, le général B, qui n'y suis pour rien et qui occupe déjà mon nouveau poste, on t'a déjà réaffecté, etc. Tout a déjà été réorganisé. Revenir en arrière. Administrativement, c'est un cauchemar. Aussi parce que Puglia était à un poste de haut niveau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement reprendre un chef d'état-major et le renvoyer à son ancien poste. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est ce qu'on appelle la reconstitution de carrière et lui donner une satisfaction purement administrative. Mais il n'est pas possible de les remettre à leur poste d'origine. Malheureusement, ces personnes sont victimes d'une situation, d'une condition historique qui les a placées dans cette position historique. Il vient tout juste d'offrir une autre perle, toute fraîche. Et là, cependant, un grand débat s'ouvre. Selon moi, en Italie, ces Américains nous ont occupés, nous avons déclaré la guerre. Pour nous, les dépenses militaires, à votre avis, augmentent-elles ou diminuent-elles? Voyons si nous utilisons un peu de logique. Nous avons un gros Hormuz. Nous avons notre propre Hormuz. Au large de la Sicile, nous avons Hormuz tout près. Nous dépendons de nos routes maritimes pour l'importation et l'exportation. Heureusement, nous commerçons plus avec l'Europe qu'avec le reste du monde. Mais une grande partie de l'importation arrive d'outre-mer, donc... Ce n'est pas un hasard si nous avons la Méditerranée élargie, très élargie, tellement large qu'avec 3 frégates, tu ne peux pas la couvrir. Souvent, les gens n'y pensent pas, mais moi aussi, je suis pour une Italie indépendante qui ait sa propre valeur stratégique, qui ait sa propre géopolitique et qui puisse aussi l'exercer. Le problème, c'est qu'il faut de la force. Rien n'est gratuit. Si vous trouvez, disons, une liberté stratégique sans armes, faites-le moi savoir parce que moi, je n'ai jamais vu ça dans l'histoire. S'ils s'en vont, nous devrions dépenser, pas ce que nous dépensons maintenant, beaucoup plus. On reviendrait au niveau des années 90 en termes de dépenses. Si nous voulons être beaucoup, oui. Mais ça, c'est de notre point de vue. Du point de vue américain, cependant, la question est encore plus intéressante, parce que disons que les États-Unis retirent leurs forces. D'ailleurs, à ce stade, cela devient un cauchemar administratif. Parce que se passe-t-il avec tout le matériel américain, avec les infrastructures appartenant aux Américains qui se trouvent en Europe? Et qu'en faisons-nous? Ils les laissent en location, on les nationalise, ils laissent un homme pour surveiller.
Nous avons un exemple, n'est-ce pas, Giorgio, celui de la dissolution de l'Union soviétique. Les pays ont hérité plus ou moins de la plupart, même si ensuite la majorité est revenue, disons, au constructeur, c'est-à-dire la Pologne. À un certain moment, elle s'est retrouvée avec des dizaines de bases inutiles dont ils ne savaient même pas quoi faire parce qu'elles accueillaient une armée gigantesque. Il y a des choses qu'on ne peut pas simplement démonter et ramener de l'autre côté de l'Atlantique, mais surtout il y a aussi un aspect purement stratégique. Maintenant, au-delà de tout, l'Europe est fondamentalement nécessaire aux États-Unis parce qu'elle constitue une base opérationnelle à partir de laquelle ils exercent leur suprématie stratégique globale sur toute la planète. S'ils perdent volontairement leur base en Europe, par exemple, pour citer la politique de Trump, comment vont-ils soutenir Israël ? Ce serait intéressant. La question est, d'où partent-ils? On devrait faire un bon live là-dessus. L'Amérique senza la capacité de projeter leur puissance. On leur enlève toutes les bases en Europe. Tu te souviens de cette donnée qu'on a publiée pendant le live qu'on a fait? Toutes les 10 000 sorties qu'ils ont effectuées pendant la campagne Epic Fury sont toutes parties d'Europe, de bases européennes. C'est inévitable. Les porte-avions. Les porte-avions ont fait très peu. Géopolitiquement, l'Europe est encore placée au centre. Les États-Unis, géographiquement, sont ailleurs. Pour eux, projeter leur puissance sur le reste du monde. Sans l'Europe, sans la possibilité d'être basés en Europe, de prendre appui sur l'Europe, ils ne peuvent plus le faire au Moyen-Orient. Ils ne comptent plus du tout. Le lendemain de leur départ des bases européennes, à Diego Garcia, ils n'y arrivent même plus. Ils perdent complètement le Moyen-Orient, l'Afrique orientale, l'Afrique australe, tout l'océan Indien. Ils peuvent projeter leur puissance jusqu'à l'île de Guam. Et dans l'Atlantique jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, c'est tout. Il y a une autre question. La guerre en Irak a montré que les porte-avions commencent à montrer de vrais signes d'usure dans la conduite de la guerre. Parce que nous avons vu que les porte-avions doivent rester à plus de 800 000 des côtes pour des raisons, évidemment, bien au-delà des 550 000 du rayon d'action des F-35 pour des problèmes évidents de vulnérabilité. Et sans les bases européennes, où le Ford allait-il se réfugier ? Sans même parler de la baie de Juda, il aurait dû retourner jusqu'à Norfolk. Il y serait peut-être arrivé en boitant en ce moment. Mais je suis convaincu que l'ère des porte-avions est finie et je le dis depuis longtemps. Je vois les Chinois qui se lancent dans la course aux porte-avions, un peu comme on faisait la course aux Super Dreadnoughts dans les années 30. C'était déjà dépassé sans que nous nous en rendions compte. Il y avait aussi des messieurs, des analystes et des historiens militaires qui écrivaient déjà à ce sujet dans les années 20 lorsque l'on expérimentait avec les premiers porte-avions britanniques. Les porte-avions n'ont aucun sens, ils t'attaquent à 1000 km, tu ne les vois même pas. Il vaut absolument mieux construire ceux-là. Et je vois, cela fait peut-être aussi partie de l'analyse américaine dans le sens où ils profitent de ce pouvoir tant qu'il existe encore, parce que la période, disons, est sur le point de se terminer. Voilà, à ce sujet, tu te souviens, tu te rappelles, il y a eu un épisode très intéressant de Drachenel dans ce domaine, quand il parle de l'évolution des porte-avions américains, de la doctrine. C'est partiellement vrai. Dans le sens où, si tu te souviens, quand ils ont construit les premières, donc la Lexington et la Saratoga, disons les jumelles, celles avec la grande cheminée, donc Lexington et Saratoga, donc c'était les premières. L'aéronautique navale était encore composée de biplans. Elle n'avait pas la capacité d'emporter des torpilles très lourdes. Donc, il y avait aussi la raison que les avions étaient surtout vus comme de simples outils d'observation. Donc, la capacité opérationnelle réelle d'infliger des coups à un cuirassé était très réduite. Voilà pourquoi il y avait encore une certaine, perplexité, réticence à investir dans les porte-avions en abandonnant des solutions éprouvées et efficaces comme l'étaient les cuirassés.
Ensuite, une transition rapide dans les années 30 a eu lieu avec l'arrivée d'avions plus lourds, capables d'emporter des torpilles plus lourdes, ainsi que des bombardiers, ce qui a changé cette philosophie. Mais nous sommes un peu dans cette situation où la guerre en Ukraine et la guerre en Iran sont, en fait, cette transition entre une technologie qui est encore considérée comme auxiliaire, comme les drones et les missiles anti-navires, à une situation où ceci change, en fait, le scénario du point de vue des armements. C'est mon avis de profane, disons. Je ne sais pas, Fuller écrivait déjà dans les années 20 que les biplans pouvaient transporter une torpille. Ce n'est pas un hasard si le Bismarck a été touché. Oui, celui de Smartfish. Oui, c'est vrai. Mais disons qu'au début des années 30, ça n'existait pas encore. Même si tu te souviens en plus que la plupart des dégâts à Midway ont aussi été causés par les bombardiers en piqué, par les Rossi Orlandi. Mais maintenant, pour ne pas digresser, bon. Au début de la guerre, ils étaient nuls, disons, à part les tirs japonais à longue portée. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais oui, dans le sens où quelqu'un avait vu du potentiel, il ne manquait pas grand-chose pour l'application pratique, non? Le moyen existait. Il serait devenu plus fort et plus puissant, un peu comme voir une voiture dans les années 10, 15, non? Et savoir qu'inévitablement, dans 20 ans, elle serait plus rapide, elle pourrait même être blindée. Voilà, c'est ce que je vois honnêtement dans les portières. Je vois quelqu'un qui a déjà réfléchi au fait que on peut aussi peut-être brûler des ponts, Giorgio, y compris les proxies, la capacité de projection, parce qu'inévitablement, nous allons l'exploiter et cette ressource finira quand même par manquer. Donc, autant tout engranger maintenant, aussi bien auprès des alliés, en redistribuant aussi le poids du fardeau, disons, militaire. Donc, se retirer de là pour que chacun paie pour soi, essayer de faire de l'argent avant la retraite ou l'affrontement inévitable contre la Chine. Sois patient, ça me semble plus une logique de gamer que d'homme d'État. Parce que faire usage, c'est essentiellement ce que Trump est. C'est un joueur, il est en train de jouer. Mais si l'Amérique commence à faire le gros bras, surtout avec ses alliés, en comptant sur le fait que sa puissance militaire le lui permet maintenant. Et elle sait déjà que demain, cela ne le lui permettra plus. Mais excusez-moi, c'est un suicide diplomatique, un suicide stratégique. Cela signifie que tu sais que tu vas devenir faible et en plus tu te crées des ennemis. C'est justement au moment où tu deviens faible que tu dois essayer de te faire le plus d'amis possible. Mais enfin, lui ne raisonne pas comme Amésie, il raisonne à sa manière, c'est-à-dire que de toute façon, dans 4 ans, il ne sera plus là. C'est mon moment de jouer. J'ai le jouet, je veux l'utiliser. Je ne veux pas faire comme ceux avant moi qui avaient le jouet et ne l'ont jamais utilisé. Je veux vous... Une chose dont nous parlions avec Mirko hier en discutant au téléphone. Maintenant, nous avons vu que les missiles balistiques iraniens ont désormais atteint une portée de 4000 km. Est-ce que ça paraît étrange que la portée passe de 4000 à 10 000? Je pense que ce saut, surtout si le système de navigation a été fourni par des tiers comme les Russes ou les Chinois, au final, c'est comme ça. C'est une question de fabriquer des tubes plus grands avec des systèmes un peu plus évolués. Ce n'est pas dit, d'ailleurs, moi j'avais lu des articles qui suggéraient presque de façon complotiste, que la Corée du Nord avait cédé des vecteurs balistiques intercontinentaux. Imagine sinon à trop regarder la série Téhéran, où il y avait les Coréens, les Nord-Coréens. Mais tu sais quel est le point, Vardo, si je t'interromps? Si tu veux atteindre 10 000 km, on ne parle pas de bombardement stratégique, on parle de bombardement nucléaire. Parce que la capacité de transporter des explosifs à ces distances-là existe, mais elle est minimale. C'est-à-dire, tu me lances 100 missiles, 10 000 km, qu'est-ce que tu détruis? Une base aérienne. Un centre de données. Ça a plus de sens, un centre de données. Un centre de données ou une usine de semi-conducteurs en Arizona. Celles-ci causent des dégâts. Ce sont des points uniques de défaillance pour tout le pays. Et surtout, certains composants très sensibles sont vraiment des objets, et sans compter l'impact psychologique. Avec une arme un porte-avions coûte 13 milliards et demi de dollars.
Combien de missiles balistiques peut-on produire avec 13 milliards et demi selon les coûts technologiques actuels? Salut, nous n'avons pas besoin. C'est justement ce discours-là. Les biplans commencent à apprendre à utiliser les torpilles. Regardons ceux qui développent des missiles balistiques. Les Ukrainiens sont en train de redévelopper des missiles balistiques. Ils en produisaient autrefois. Ils fabriquaient les SS-18. Ils étaient faits là-bas, en Ukraine. Le missile balistique le plus produit de l'histoire. La technologie, les Nord-Coréens l'ont et bientôt les Iraniens l'auront. Tout le monde l'a. Donc avoir des centres de données concentrés sans aucune protection au-dessus de la tête, c'est quelque chose qu'il faut commencer à prendre en compte. Voilà. Les cibles vont aussi changer dans le sens où la cible n'est plus le porte-avions, c'est peut-être la SMC, ce sont peut-être les très grands producteurs, des cibles de grande valeur qui ne sont pas la cible militaire classique, mais quelque chose de difficilement renouvelable. Si tu frappes ASML à Eindhoven, tu as détruit pour 1 trillion de choses, bien plus qu'un porte-avions qui, avec tout le respect que je lui dois, est un objet qui transporte beaucoup de technologies obsolètes. Si tu frappes la seule entreprise qui fabrique des semi-conducteurs, Intel, disons, en Arizona, l'entreprise est stratégique, disons. C'est une logique un peu similaire au bombardement des usines de roulement à billes en Allemagne parce que tout avait besoin de roulement à billes ou des installations comme Berkut d'hydrogénation de l'essence qui produisait de l'essence synthétique en Allemagne. C'est une bonne question, Giorgio. Selon toi, y a-t-il un plan caché derrière tout ça qui va bientôt émerger ou est-ce juste un fou qui a appris du chaos? Parce qu'il peut aussi être un peu fou et jouer sur le fait qu'il n'a pas d'avenir, donc il se fiche de ce qu'il va faire avec les États-Unis et avec le reste du monde. Mais il est possible qu'il n'y ait pas, je ne parle pas d'un contrepoids politique parce qu'il avait largement gagné et donc il est difficile de le contrer. Mais est-ce possible que les pouvoirs internes, civils, militaires, n'aient aucun levier? Il existe une clause qui déclare que le chef de l'État n'est pas capable de comprendre, d'agir. Elle prévoit que le vice-président le dise. Poste-le. oh mon Dieu! Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. La Constitution américaine a été rédigée essentiellement dans les années 1700 et elle a très peu été modernisée. La mentalité est restée celle du président qui a le pouvoir et qui agit. Si le président se trompe, le pouvoir législatif intervient, après coup. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Eh bien, la logique est celle-ci. Peut-être que l'un est fou, mais pas l'autre. Quelles sont les possibilités? Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas prévu l'éventualité qu'un président fou ou simplement malveillant, utilisons ce mot-là, puisse aussi asservir le parti. Une fois qu'il a asservi le parti, ou même avant de devenir président, s'il a asservi le parti et qu'il gagne les élections, il a la majorité au Congrès. Et sous ses ordres, il n'a que des gens qui lui sont fidèles. À ce moment-là, plus personne ne le contrôle. Merci. Il n'était pas prévu qu'une telle personne puisse jamais être élue. Mais malheureusement, à l'époque des réseaux sociaux, où l'on parvient à séduire avec une belle apparence, avec une belle tchatch, et pas nécessairement avec un contenu intellectuel digne d'un homme d'État, malheureusement, la situation est celle-ci. Donc, en ce moment, le risque d'un chef d'État déviant existe malheureusement bel et bien. Et ces États qui ne disposent que pas d'un appareil constitutionnel capable de le contrôler sont exposés à des situations comme celle dans laquelle se trouvent actuellement les Américains. La réponse à cette question, malheureusement, de mon point de vue, est que je suis personnellement arrivé à la conclusion que non, il n'est contrôlé par personne. De même, Poutine n'est contrôlé par personne. Ce sont tous les deux des personnages qui sont parvenus à un pouvoir presque absolu. Et ils font ce qu'ils veulent, selon leurs propres convictions et évaluations personnelles. Personne n'arrive à limiter leur pouvoir et donc ils sont en mesure de faire énormément de dégâts. Eux, ils sont convaincus de bien faire. On est bien parti.
Quelqu'un citait Stephen Miller. Maintenant, il y a une polémique qui tourne disant qu'il s'est caché derrière sa femme enceinte. Hein. Mais je peux revenir un instant sur la discussion sur les missiles que vous aviez tout à l'heure. Oui, je vous en prie. Je trouvais cela très intéressant. Bien plus intéressant que Stephen Miller caché derrière sa femme enceinte. Non. John a fait un sketch là-dessus, c'était spectaculaire. Regardez Jon Stewart, il est vraiment hilarant. Le discours sur le fait que les missiles coûtent aujourd'hui moins cher que les porte-avions est tout à fait juste. Mais je dirais qu'en grande partie, la réaction à tout cela est déjà en cours. Parce que si l'on regarde le monde en ce moment, la course la plus importante pour se doter de systèmes d'armes concerne justement la défense aérienne et la capacité antimissile. C'est la chose la plus recherchée, la plus sophistiquée, c'est ce que les nations essaient d'obtenir avant tout. L'Ukraine en premier. La première chose qu'elle demande, c'est la défense aérienne. Même si en réalité pour eux, ce n'est pas du tout fondamental pour la conduite de la guerre. Parce que cela n'a pas d'impact direct sur les opérations au front, mais cela a tout de même un impact politique si important que c'est leur principal objectif. Réussir à obtenir une défense aérienne crédible. Et c'est aussi ce sur quoi nous nous concentrons en Europe. Maintenant, au moment où il y a la course aux missiles balistiques, il y a aussi la course à la défense aérienne. Et à ce stade, il est probable que l'ensemble des puissances, l'alliance de puissances qui parviendra à se doter d'un système de défense aérienne intégré plus crédible, sera probablement celle qui obtiendra la position stratégique dominante au niveau mondial. À cela, nous devons ajouter un second niveau d'importance. Ce sont les bases, la disponibilité de bases à l'échelle mondiale. Parce que le fameux discours sur les porte-avions, c'est que les porte-avions ont une très grande importance lorsqu'il existe également une grande disponibilité de bases réparties à travers la planète. Parce qu'en effet, au moment où le Ford qui opère en mer Rouge a un problème et doit rentrer jusqu'à Norfolk, à ce moment-là, le Ford ne sert à rien. Mais si au contraire le Ford peut se permettre de s'arrêter à Sud Bay, alors non, il a encore sa valeur. Donc au moment où une nation dispose d'une défense de l'espace aérien, surtout contre les missiles, et de bases réparties à travers le monde, c'est une puissance qui a un potentiel de croissance au niveau stratégique. Question. Les États-Unis disposent d'une certaine capacité de défense antimissile balistique significative. Au moment où ils quitteraient l'OTAN, cependant, ils perdraient leur base. Parce que rappelons-nous que la plupart des bases américaines sont en réalité situées sur des territoires britanniques et français. Les îles disséminées à travers le monde sont britanniques et françaises. Donc au final, paradoxalement, la puissance dotée de capacités antibalistiques et de bases disséminées à travers le monde, c'est l'Europe. En effet, je me suis toujours demandé pourquoi les Chinois se sont obstinés avec ces foutus porte-avions alors que leur adversaire théorique se trouve à 60 km de leur côte. À mon avis, c'est un peu par effet de mode, comme tous les pays, par exemple l'Allemagne, qui s'est dotée de l'une des plus grandes marines pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'elle avait les plus petites colonies parmi tous les États. Qu'est-ce que diable faisait-elle avec la Kaiserreichsmarine qui n'arrivait même pas à sortir des ports depuis le Danemark? La lutte commerciale. L'Allemagne importait, c'était une puissance couche, etc. Donc 20 cuirassés et 12 croiseurs. Ça n'a pas suffi. Non sono bastate. Non, car l'Angleterre en avait plus. Mais ce que Giorgio a dit est absolument vrai. Il te faut les bases, parce que sinon, avec ces magnifiques porte-avions, tu fais juste le tour du petit îlot devant chez toi et tu n'iras nulle part. Des bases prêtées, comme on dirait chez moi, par d'anciennes puissances coloniales, non parce que ce sont des héritages coloniaux. Ensuite, Diego Garcia, ces endroits-là, ne nous mentons pas. La France en a plus que l'Angleterre? Oui, en réalité, oui. Elle en a plus dispersé un peu partout, même en Océanie, dans la région de la Nouvelle-Calédonie, ces zones-là.
2 mots sur Palantir. Dernièrement, il se passe pas mal de choses aussi dans le domaine du soutien de l'intelligence artificielle, le Pentagone et d'autres, disons, personnages assez intéressants. Petite remarque, pendant que tu parlais des missiles, c'est vrai qu'on cherche beaucoup. Au niveau défensif, cependant, les Américains, un peu en retard sur l'hypersonique, il paraît qu'ils veulent déployer le système Dark Eagle. J'ai parlé de l'article que je vous montrais d'un journal. Remarquez que les journaux sont... Ça me fait plaisir de voir que la qualité est nulle aussi à l'étranger, pas seulement en Italie. Middle East Eye, ils mettent un HIMARS. Bon, d'accord. Il y a probablement quelque chose. Je n'en sais pas beaucoup. Je sais qu'ils ont développé un système pour l'identification des majuscules qui est ensuite devenu central dans cette école, en y croyant. Un moyen militaire, cependant, est récemment apparu. Par contre, c'est quelque chose de très intéressant. Sur leur équivalent chinois, qui fait à peu près le même type de travail, ils collectent essentiellement des informations sur les réseaux sociaux et en créent. Ils ont réussi, par exemple, écoutez bien, à prouver que les Chinois sont une société surveillée, les B2 simplement en faisant de l'OSINT et en retraçant les communications civiles entre les B2 et les contrôleurs de différents aéroports. Donc, en croisant, disons, les différentes informations, le trafic aérien, les communications avec les aéroports et diverses autres données, ils ont essentiellement réussi à tracer une partie des moyens. Marco, sans vouloir t'offenser, j'ai dit qu'ils attaqueraient la dernière semaine de février, j'ai même eu le jour exact. Ce n'est pas comme si ça demandait le génie de Marconi. Ils étaient en train de déplacer 150 avions, tout le monde sur la planète les a vus, c'était facile, il y avait les véhicules qui bougeaient, même les forces. Savoir où ils passent à ce moment-là et ce qu'ils font, c'est une autre paire de manches, surtout organiser toutes ces informations. C'est une chose de savoir de façon très générale, c'en est une autre d'avoir une idée de la position des moyens, de ce qu'ils font, et ça, c'est une autre paire de manches. Et ça veut dire, par exemple, prenons l'exemple du type qui passe en voiture et qui, avec des mots codés, dit ce qu'il vient de remarquer sur la piste de décollage ou garé près des hangars d'une base militaire, quelque part au Moyen-Orient, ou bien dans d'autres aéroports sensibles. Donc, disons que les porte-avions ne sont pas en rade. Eh bien, en effet, non. C'est ce que s'est dit l'espion japonais à Pearl Harbor. Il me semble que c'est grand. Mais assembler tout ça, voilà, mais les Japonais ont aussi perdu la position au moment où c'était le plus important. Tu te souviens? Le fameux hydravion qui devait atterrir l'a trouvé gardé par eux et n'a évidemment pas réussi à se ravitailler. Et donc, ils ne savaient pas que les porte-avions étaient déjà sortis du port. Rappelons Midway, nous parlons de Midway, c'est un truc entre passionnés, disons, d'histoire, mais la question concerne justement les systèmes OSINT, des systèmes qui intègrent des informations provenant de nombreuses sources apparemment non pertinentes. En substance, le secret et l'opacité de l'information sont en train de disparaître. Aucun. Peut-être que c'est pour cela que les missiles balistiques reviennent. Tu sais très bien d'où ils partent, tu sais très bien où ils vont arriver. Parce que tu calcules vraiment la trajectoire avec un Motorola à propos de NERD 68020. Mais ensuite, intercepte-le. Je ne suis pas complètement d'accord avec Giorgio sur certains points, parce que je crois que la lutte contre les missiles est surtout avec ceux qui sont manœuvrables, etc., etc. C'est une bataille, je ne dirais pas perdue, mais dans laquelle tu es toujours un pas en arrière. Parce que tu dois penser à ce qu'un cheval fou va faire. Je fais référence, par exemple, aux missiles hypersoniques. Tu dois essentiellement deviner ce qu'un cheval fou va faire. Et cette course fera toujours augmenter le budget énergétique. Un intercepteur doit sans cesse gagner en énergie, ce qui coûte de plus en plus cher. Il faut le frapper le plus tôt possible ou en phase terminale, car les phases intermédiaires deviennent ingérables. Et je ne sais pas, je vois ça comme une course en montée, très difficile. Du genre véhicule planant, un engin qui devient vraiment un vrai bordel. LGV ou pire encore, les hypersoniques, disons purs. Je vois ça comme une course, toujours un cran en arrière et un pas en retrait dans cette lutte entre le canon et le blindage. Et les armes à énergie dirigée pourraient ne pas être la solution. Celles électromagnétiques ont montré un niveau d'usure du canon. Rappelons ce que font les Japonais en ce moment.
qui ont encore énormément de problèmes à résoudre. On ne sait pas s'ils les résoudront un jour. Donc, à moins que quelqu'un ne propose quelque chose de révolutionnaire dans le domaine de l'énergie dirigée, justement, je ne la vois pas. Ainsi, nous répondons aussi à la question de savoir pourquoi au moins le brouillage n'est pas tellement plus facile que de réussir à l'atteindre. Comment voyez-vous l'avenir des armes laser anti-aériennes? En réalité, tout d'abord, tu n'as pas assez de temps pour frapper avec le laser un objet qui se déplace à Mach 7, Mach 10, Mach 12. Tu n'as tout simplement pas le temps d'y arriver. Faites attention. Ce que l'on voit utilisé actuellement au niveau expérimental israélien met 45 secondes avant de brûler un drone. Donc, il en a besoin. C'est un problème de puissance. C'est un problème de puissance accumulée. Si tu avais un laser de 100 mégawatts, le problème serait qu'un acteur dispose de 100 mégawatts d'énergie à tirer en gros en un dixième de seconde. Il manque la recharge. J'imagine. Les condensateurs qui font ce travail. Supposons, même si on n'aime pas trop le dire, que tu les aies, et tu places ce canon laser antimissile balistique. Combien t'en faudrait-il pour couvrir, par exemple, l'Italie, en tenant compte de la dispersion? Il y a un problème de dispersion de l'atmosphère, évidemment, parce que en théorie, tu pourrais en mettre peu, mais ça dépend de la portée de ces objets, ça dépend de la diffusion de l'atmosphère, donc ça dépend à quelle altitude tu veux les frapper. Il y a un autre problème. Un missile, en théorie, tu pourrais le défendre avec un écran de fumée. Tu fais diffuser autour de lui un plasma qui dévie. Je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais c'est à ça qu'on réfléchit. Par exemple, dans des conditions de faible visibilité, dans le brouillard, quand il pleut comme ça, un laser perd beaucoup de son énergie, donc tu attaques quand il commence à pleuvoir, tu dis au revoir, on commence à se préparer. Je ne sais pas, Giorgio, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de la lutte entre le canon et le blindage contre les missiles? C'est profane. Je ne sais pas. Je parle en profane, sachant que je suis un dinosaure techniquement. En termes d'ingénierie, il vaudrait mieux que je me taise, mais c'est juste une impression. Mon impression c'est que la lutte antimissile va se dérouler sur deux axes dans les prochaines 30 à 50 ans. L'un d'eux sera le railgun. Donc, nous utiliserons de simples projectiles à énergie cinétique à très grande vitesse qui garantiront la défense ponctuelle contre tout ce qui passera outre. Le bouclier supérieur est représenté par les missiles intercepteurs qui, comme tu le dis, resteront toujours très coûteux. Ensuite, il y aura évidemment les armes en orbite. Parce que l'espoir d'arrêter les missiles balistiques, c'est-à-dire ceux qui font ce trajet, et non les missiles de croisière qui volent bas, ce sont les missiles balistiques. La solution, c'est de les arrêter depuis l'espace au moment où ils sont au sommet de leur orbite. Et là aussi, on va dans cette direction. Oui, on va vers des armes laser, en tout cas de l'énergie dirigée. On va vers de gros satellites avec de grosses batteries. Et je ne sais pas quel type de générateur ils mettront à bord, probablement qu'à la fin, ils seront aussi nucléaires. Tu vois, on y va quand même. La militarisation de l'espace... Ils sont liés, non? Dernièrement, Musk voulait installer des panneaux solaires dans l'espace parce qu'il disait qu'il n'y a pratiquement pas besoin de maintenance. Et il se recharge 24 heures sur 24, donc on pourrait aussi faire une recharge énergétique directement sur place, disons. Après, il faut voir combien il arrive à produire pour alimenter Ouraz. Bien sûr, ça rendrait les personnages heureux. Il le fallait parce que tout le monde voulait le laseron. Cette discussion fait très laseron. Mais oui, probablement, c'est ça l'avenir. Des constellations de satellites, il y a déjà des expérimentations en cours, beaucoup plus de satellites qui font du suivi et peut-être qu'on arrivera même à tirer d'un côté. Et puis, il faut voir en fonction de la vitesse de l'objet parce que ce n'est pas facile. Pourtant, malgré cela, j'ai vu que les Américains déplacent maintenant ce système Dark Eagle. Forse contre l'Iran. Assimilation, aviationis. Ce qu'ils utilisent n'est pas seulement Dark Eagle, c'est quelque chose de plus.
Dépêcholiou. Les interceptions iraniennes, je pense que c'est surtout pour expérimenter une excuse pour le tester en environnement réel. Et voilà, parce qu'il a les capacités iraniennes d'intercepter des choses au-delà des bavards 373 selon certains de ses professeurs. Ce n'est pas vraiment le top. Donc, pour ne pas trop s'attarder, en conclusion, je pense que Trump s'en fichera de la prolongation. Il fera un peu comme il voudra. Et honnêtement, je pense que les Iraniens ne veulent pas lâcher, aussi parce que le point central, c'est la question du nucléaire. Ni plus ni moins, ils l'ont dispersé un peu partout dans le pays. Les Américains savent très bien qu'on ne peut pas aller le récupérer. Eux ne veulent pas qu'il circule. Et sûrement, les Américains ne sont pas d'accord pour les donner à la Russie, parce que la Russie ensuite les donnerait. Ils entrent, ils sortent par l'autre porte tournante. Je crois que Trump, parmi les choses les plus évidentes et les plus stupides pour Trump, il y a une série d'attaques. En pensant qu'avec la même recette qu'avant, il va changer quelque chose, c'est la mienne. Aussi parce qu'en faisant ainsi, il s'amuse. Moi, j'ai lu au contraire une idée plutôt malsaine qui n'a pas du tout plu. Robert Polk, un analyste et professeur à l'université Scuola, disait que Trump a besoin du soutien des Russes pour desserrer l'étau. Donc il pourrait même faire pression sur les alliés européens pour annuler le soutien à l'Ukraine en échange de ce soutien. C'est une opinion. Il y a une chose, un scénario cependant, que je lui suggérerais. Disons, pour l'instant, ne lui donnons pas l'idée. Espérons que Trump ne l'ait jamais entendu. C'était sur la NBC aussi, hélas, ils nous ont volé la nouvelle partout. mais il a déjà tenté. Quelles autres pressions peut-il exercer ? Justement, je ne vois pas la théorie. Étant donné à quel point la Russie a peu voulu interférer avec l'attaque, c'est vrai entre guillemets, un énième allié après le Venezuela. D'ailleurs, les Iraniens sont complets, donc ils sont là et il faut aussi voir ce qui se passe dans le Golfe, parce qu'il faut se rappeler que ce geste des Émirats arabes unis qui quittent l'OPEP est un signal très très fort. C'est à la fois pour le cartel des producteurs de pétrole et aussi un peu pour le plus grand fonds d'investissement de la région. Ce n'est pas saoudien, mais bien émirati, donc. Il peut y avoir une cascade d'autres pays qui veulent se détacher, aussi parce qu'ils doivent récupérer ce qu'ils sont en train de perdre. Maintenant, si tu t'éloignes du prix fixé, tu le mets un peu comme tu veux. Il y a aussi un autre point. Cela faisait longtemps qu'il supportait mal ce sujet. Voici la première bonne occasion. L'autre, c'est ce qu'a dit Giorgio Alfaras. Je ne sais plus si tu étais là, Giorgio. Si la crise dure 1 mois, elle s'intègre à la moyenne annuelle. Mais si elle se prolonge, les pays adoptent d'autres solutions et ne reviennent plus en arrière. Oui. Mais par exemple, il y avait, même si vous regardez, il continue quand même. Les Saoudiens construisent des oléoducs pour traverser toute l'Arabie Saoudite et il y en a même un autre qui va vers le nord. Ils ont une faible capacité, 4 millions, quelque chose comme ça. Pas plus. Une fois que tu as la conduite installée, il faut monter d'autres tuyaux plus grands ou alors ça prend du temps. Mais ils vont donc s'équiper pour l'Iran. C'est quelque chose qui était valable en ce moment, ces prochains mois, après quoi tout le Golfe s'équipera en conséquence pour contourner tous les problèmes dont tu parlais tout à l'heure. Le problème, selon moi, c'est que tu passes d'un danger à l'autre parce que, d'accord, tu contournes le chaos iranien, tu contournes le problème des Houthis. Qui as-tu en face de toi à la sortie de la mer Rouge? C'est qu'ils sont en train de nous observer et ce n'est pas seulement qu'ils sont là, ils nous observent vraiment. Ensuite, ce n'est pas ça, c'est qu'ils se mettent juste devant nous. Avec leurs petites embarcations, donnez-nous quelques milliards. C'est vraiment devenu facile de créer les quais. Mais pour cela, il ne faut pas une marine avec 300 navires très coûteux. Il en faut une avec 600 unités plus petites, capables de garantir et probablement aussi avec une capacité d'intervention plus fine.
aux endroits où ces choses peuvent se produire. Et le problème, c'est que si tu as peu d'unités très coûteuses, tu n'arrives pas à garantir la continuité du patrouillage. Je me souviens, dans les années 80, il y avait des articles que je lisais. Les États-Unis vers la marine, des 600 navires, ils en ont maintenant moins de 300. Ils descendront en dessous de 300 dans les prochaines années avec les programmes de désarmement qu'ils ont. Et cela à un moment où les routes deviennent de plus en plus dangereuses. Excusez-moi, je me suis interrompu. J'ai tendance à adopter un point de vue stratégique, notamment sur les erreurs commises en Europe. Acheter tout le gaz d'un seul pays, comme on l'a vu, ce n'était pas l'idéal. On a fait semblant de fermer les yeux, de dire que c'était acceptable, comme si l'Abkhazie, l'Ossétie, la Tchétchénie, etc. n'avaient jamais existé. Et je remarque que les pays du Golfe vivent plus ou moins d'une dépendance similaire, c'est-à-dire qu'ils sont essentiellement des pays qui vivent d'une ou deux ressources et tout est très centralisé, mais nous l'avons aussi vu du point de vue énergétique. Koweït, Bahreïn, ces endroits-là ont peu de centrales énormes parce que j'imagine qu'il est plus facile de centraliser, excusez la cacophonie, de centraliser les centrales afin d'en avoir une grande facile à gérer. Mais ensuite, stratégiquement, si l'ennemi met hors service une centrale électrique, tu perds 30% de l'énergie nationale. Voilà, c'est ce choix que font les pays qui vont vers l'option la plus facile, celle qui est plus simple à gérer à court terme, mais qui te rend extrêmement vulnérable au changement. À mon avis, ce sont des choix qui ont été dictés par 30 ans de paix, entre guillemets. Et maintenant, au contraire, soudainement, tu dois commencer à penser à diversifier les fournisseurs, à diversifier tes sources d'énergie, même internes, probablement aussi la production militaire. Dans ce sens, tu ne peux pas tout centraliser. Tout à l'heure, Marco disait, si tu frappes un fabricant de machines lithographiques, tu causes 1 trillion de dégâts. Dans ce monde, la centralisation, parce que tu dépenses moins, est en train de devenir une énorme vulnérabilité. Puis-je ajouter quelque chose à ce sujet? Nous nous occupons de ce qui se passe en Europe, donc nous nous situons dans ce cadre. Non, il n'y a pas de patron ici. La résolution du producteur est et c'est ainsi que la ville a eu la possibilité d'être approvisionnée en hydrocarbures. Et aussi avec la Russie, car ils sont vraiment à bout au sud. Eux aussi sont dans une situation très difficile. Sans parler de toute la salle. Ensuite, en Indonésie, mais le Sri Lanka, jusqu'à il y a quelques mois, acceptait du diesel aux normes européennes, 10 parties par million. Puis ils ont dit, jusqu'à 500 par million maintenant, ils réclament tout ce qu'on a, car ils sont désespérés et acceptent n'importe quoi. Au Japon et en Corée, ils dépendaient à 70 à 80% des exportations désormais. Imaginez l'impact sur ces pays, parce que nous regardons toujours seulement vers l'Europe, mais une grande partie du monde, c'est-à-dire le centre du monde technologique aujourd'hui, dont dépend aussi la Chine d'ailleurs, et l'Inde. L'Inde aussi. Mais en Inde, il y a des navires qui circulent. On dit qu'il y a un certain trafic le long des côtes, disons. Oui, un ami commun que nous saluons. Il vient de me confirmer cette chose-là, ce trafic. Monsieur C. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du plan éventuel. De demander l'aide de la Russie de la part de Trump en échange de pression sur l'Europe pour interrompre le soutien à l'Ukraine. Voilà, ici par contre, le risque que je vois est différent, parce que selon moi, la Russie ne peut absolument rien faire pour aider Trump à rouvrir le détroit. Oui, donc demander quelque chose d'énorme sans rien obtenir en retour. Je ne trouve pas ça très probable, mais il y a une autre possibilité parce que celle qui peut faire quelque chose, c'est la Chine. Que nous saluons. Réussir à offrir quelque chose en échange à la Chine. Parce que donner quelque chose en échange à la Russie nécessite de réussir à plier l'Europe. Ce qu'elle a déjà essayé de faire et ça n'a pas fonctionné. Alors que pour rendre service à la Chine, il s'agit de plier quelqu'un d'autre, un peu moins robuste, qui peut s'appeler les Philippines, qui peut s'appeler le Vietnam, qui peut s'appeler l'Indonésie, qui peut s'appeler l'Italie.
Oui, la Corée du Sud, déjà avec le Japon, cela devient plus difficile. Mais en tout cas, la Chine est certainement capable d'obtenir quelque chose de l'Amérique beaucoup plus facilement que la Russie ne le peut. Et en même temps, la Chine est aussi capable de faire pression sur l'Iran. Avec plus de succès que ne peut le faire la Russie, qui a déjà démontré son impuissance dans la région. Tandis que la Chine, au moins d'un point de vue économique, est capable de faire beaucoup. L'Iran aura besoin d'être reconstruit et l'Iran sait très bien que ce ne sera pas la Russie qui l'aidera à se reconstruire. La Chine, en revanche, a toutes les capacités pour reconstruire l'Iran. Donc il est plus probable que l'Iran soit sensible aux pressions de modération venant de Pékin, qui a d'ailleurs ses propres intérêts plutôt qu'à celles de la Russie. Et en même temps, pour Trump, il est plus facile de satisfaire la Chine, par exemple en abandonnant Taïwan, que de satisfaire la Russie, car il n'est pas en mesure de convaincre l'Europe d'arrêter de soutenir l'Ukraine. D'ailleurs, il y avait une proposition russe, parce que si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, 2 ans, ce sont justement les Russes qui disaient « et si nous donnions le Venezuela aux Américains en échange de leur aide », c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à échanger à l'époque. Je me suis toujours demandé si les Américains voulaient prendre le Venezuela. Techniquement, ils l'ont à 30 minutes de vol de chez eux. Je ne crois pas qu'ils aient besoin de l'aval des Russes. C'est-à-dire qu'on échange quelque chose quand l'autre t'empêche de la prendre, et alors il y a un donnant-donnant. Là, il n'y avait pas de donnant-donnant. Mais ça montre quand même que ces idées sont dans l'air d'un côté. Oui, de l'autre côté. Malheureusement, oui. Voilà. Messieurs, que voulez-vous que je vous dise? Je suis désolé pour Daniel, qui dans un accès de rage aura sûrement détruit son téléphone. On retrouvera un autre Giuntano, ne vous inquiétez pas, cette histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas fini non plus. Restez tranquille, plus ou moins. Voilà, ne mangez pas dans la voiture, parce qu'il vaut mieux manger à la maison, bougez moins. Parce que de toute façon, les solutions sont soit le blocus contre le blocus, qui tôt ou tard mènera à une crise encore plus grande, soit une reprise des attaques qui inévitablement ne mèneront à rien, parce qu'ils ne s'effondrent pas, ils ne lâchent pas, des choses comme ça. Au contraire, il y aura probablement une réponse iranienne graduée là où ils le peuvent ailleurs. Donc tout reste plus ou moins pareil. À moins que Trump, vous savez, puisse se réveiller un matin, dire mission accomplie et rentrer chez lui. Même si cette fois, je crois qu'il s'est trop exposé pour réussir à se retirer de façon, disons, ordonnée. Malheureusement, la recette vénézuélienne n'a pas fonctionné ici. Petite note que je mets toujours à la fin, parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce bazar, la moitié du gâteau, il y avait aussi Israël, qui continue imperturbablement à suivre son propre plan, et eux, ils en ont vraiment un, de plan. Parce que ceux-là, comme les Russes, ils ne vont même pas aux toilettes sans un plan. Ainsi, nous terminons la dernière des citations de À la poursuite d'Octobre Rouge, et pour eux, tout leur va très bien. En fait, maintenant, ils aident même les Émirats arabes unis avec le dôme de fer et probablement avec des contrats militaires qui rapprocheront encore plus les pays du Golfe. Je ne sais pas comment ils ont vraiment compris cette histoire, parce qu'il est assez clair que ce sont les Israéliens qui ont entraîné les Américains dans cette idée. Et pourtant, maintenant, les monarchies du Golfe cherchent de l'aide, entre guillemets, en Israël. Ce n'est pas que des bases israéliennes n'attireraient pas la colère des Iraniens comme les bases américaines. Donc on ne comprend pas vraiment, mais évidemment, les accords d'Abraham semblent être beaucoup plus forts que tout ce qui se passe. Gaza et tout le reste. L'argent n'a pas d'odeur, on verra. Merci à tous, merci au colonel, merci à Marco Bussi, Moreau pour ce qui a été fait, merci à ces 5 photogrammes et à Paolo, qui malheureusement n'a pas pu, mais il se rattrapera. Bonne nuit à tous. Salut, bonne nuit. Bonne nuit.